10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce qu'on y est, la phase de groupe c'est fini, et ouais c'est vrai qu'il y a eu des moments de cette troisième journée, sur la fin là, c'était un peu longuet, un peu terne, à part la qualif de la Géorgie, magnifique, de la Turquie aussi, on va discuter de tout ça demain dans la vidéo prono des huitièmes de finale, donc pas de soucis, j'ai pas oublié ces matchs, on va en parler. Mais donc, la fin, ok, ça a été un peu long, mais c'est fini. Sur les 51 matchs de l'Euro, il en reste plus que 15, et c'est les 15 plus gros. Dont lundi soir à 18 h, celui-ci, France-Belgique en huitième de finale du championnat d'Europe des Nations, un derby de voisins qui s'aiment bien, moi, j'adore mes voisins belges, une rivalité née sans doute oui en 2018 en demi-finale de Coupe du Monde, ces visages très jeunes, wow, quelle époque, c'était aussi peut-être sans manquer de respect à la Croatie, mais ça ressemblait un peu à une finale avant l'heure, avec le recul, c'était peut-être, en tout cas un des c'est sûr, match les plus compliqués de notre parcours en direction du titre. Donc voilà, la rivalité est née là. Elle a été entretenue aussi avec une autre demi-finale, bien sûr beaucoup moins importante, mais encore plus spectaculaire en 2021, demi-finale de Ligue des Nations. Grâce à des buts de Yannick Ferreira Carrasco et Romelu Lukaku, les Diables mènent 2-0 à l'heure de jeu. Mais le contorsionniste Karim Benzema, superbe but, Mbappé sur penalty, puis Théo Hernandez à la 90e renverse la Belgique 3-2, c'est un des grands matchs de l'ère des champs, et c'est notre dernier affrontement en date. Aussi, petit fun fact, à deux partout, il y avait encore eu un but de Romelu Lukaku annulé par la VAR, décidément. Et on peut aussi ajouter qu'en 2015, ouais bien sûr, l'antépénultième France-Belgique, l'avant-avant-dernier, c'était celui-ci, et là les Belges l'avaient emporté 4-3 au Stade de France. C'était juste un match amical, mais 4-3. Voilà, historiquement, France-Belgique, c'est un match qui déçoit rarement. Et même si aujourd'hui on a deux nations qui s'avancent au sortir de ces groupes, on va dire peu sûrs de leur force, quelques railleries à gauche à droite, je crois quand même que ça va être un sacré match de foot. Et donc, je vous propose comme d'habitude qu'on en fasse la preview, force, faiblesse, analyse tactique un petit peu des deux côtés, rapport de force, état de forme, et à la fin bien sûr, je vous donne mon prono. Il est ici ce France-Belgique, la France est favorite pour les bookmakers, elle est cotée à 1,90, la Belgique à 4,60, ça c'est la victoire en 90 minutes, un match qui irait en prolongation, c'est 3,20. Et sur la qualif, la France est à 1,41, la Belgique à 2,70. Ça les amis, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire. Vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. Alors c'est accessible uniquement en France, désolé pour les Belges. Mais c'est l'offre spéciale Winamax Willou qu'on a montée, qui est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit, et vous recevez en plus de ça 10 € en cash. Donc si vous mettez le minimum, c'est 15 €, ça dit automatiquement 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40 € avec lesquels vous pouvez parier sur ce match, sur tous les autres, qui sont directement crédités sur votre compte Winamax. Cette offre donc, elle est accessible avec le lien en description, qui débloque l'offre, et aussi qui me rémunère à chaque utilisation. Chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec ce lien, je touche une commission, ça aide énormément la chaîne, notamment sur cette période d'Euro. Donc, si vous avez prévu de miser sur ce match, sur les huitièmes de finale, n'hésitez pas à le faire avec ce lien, merci. Mais bien sûr, si vous le faites, interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs. Faites attention à vous sur ces huitièmes de finale qui peuvent paraître peut-être un peu, beaucoup d'entre eux sont peut-être un poil déséquilibrés, mais il va y avoir des folies, c'est l'Euro, c'est le foot, tout se joue sur un match. Donc voilà, il n'y a rien de sûr, c'est pas une manière long terme de gagner de l'argent, la plupart du temps, comme je dis toujours, au pari, on perd. Donc faites-le plutôt avec des petites sommes dans une optique de divertissement. Alors premièrement, parlons de cette Belgique, dont le staff des Bleus a soigneusement scruté le match hier soir. Même si niveau prononciation, c'est pas encore ça. Individualité, notamment en domaine offensif, ça fait De Bruyne, Lukaku, Djokou, Trossard. Ouais, Didier, il y a du travail. Mais ouais, c'est une Belgique qui a donc pas pleinement convaincu en phase de groupe, bien sûr, qui termine à la deuxième place de ce groupe E avec 4 petits points seulement derrière la Roumanie. Normalement, dans ce groupe, où il y avait, on le rappelle au début de la compète, les 23e et 24e effectifs sur 24 en valeur marchande cumulée Transfermarkt, la Belgique se devait sur le papier de faire le carton plein. Moi je disais 9 points, c'est le maximum, mais quelque part c'était aussi le minimum. Et ben non, 4 points, deuxième place, qualification ric-rac. Ils étaient à une frappe de Soudakov, là, à quelques secondes de la fin du dernier match, de sortir. Et ce nul piteux contre l'Ukraine hier que ça protège au poteau de corner, il a donné lieu à une bronca des supporters diables qui étaient présents au stade. De Bruyne a même redirigé son groupe pour pas aller les saluer. Ça fait un petit peu controverse en ce moment. Le climat autour de la Belgique est pas top. Voilà, ça c'est leur situation actuelle. Et ça c'est aussi le 4-2-3-1 que, je vais dire sur le papier, j'imagine titulaire contre l'équipe de France lundi soir. C'est le même 4-2-3 employé contre l'Ukraine. C'est à peu près les hommes auxquels Domenico Tedesco fait confiance. Peut-être il pourrait y avoir
un Zeno de Bast qui revient en défense centrale à la place d'un Jan Vertonghen, peut-être, si tu dis couvrir la profondeur dans le dos, très important contre cette équipe de France. Mais bon, de Bast, il avait été titularisé sur le premier match, qui était une défaite, sorti ensuite, il n'a pas revu le 11 titulaire. Vertonghen est aussi un des rares joueurs d'expérience finalement qui a connu l'odeur de ces très très grands rendez-vous dans la dernière ligne belge. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai plutôt reconduit cette ossature défensive. Tielemans, Onana aussi, je pense qu'Aurel Mangala a perdu sa place. Et après, il y a peut-être une question sur Trossard, et du coup aussi la position de Jérémy Doku. Peut-être ouais qu'on pourrait avoir un Dodi Lukebakio qui revient à droite, et du coup Doku à gauche, Trossard qui sortirait, on va dire c'est le membre de ce quatuor offensif qui est d'assez loin le moins convaincu pour l'instant. Mais bon, si on se dit que c'est ça le quatuor, quelles sont les forces et les faiblesses de cette Belgique? La force principale pour moi, elle réside dans ce triangle. J'en ai parlé à l'envi sur les 3 matchs qu'on a décryptés de la Belgique. Potentiellement, si ça tourne bien, un des meilleurs trios de la compétition, avec De Bruyne en rampe de lancement, avec sa superbe qualité de passe, qui joue le premier ballon, qui lance Doku. On a beaucoup vu ce circuit De Bruyne, Doku, notamment sur attaque rapide. Et après, Doku, Lukaku, ça aussi j'en ai beaucoup parlé. Dans la surface, je trouve qu'ils ont une très très belle entente. Doku n'hésite pas à tenter la passe difficile. C'est ça qui en fait un joueur aussi dangereux. Il a beaucoup de caractère dans ses choix. Et c'est pas seulement la percussion balle au pied, les dribbles bien sûr, le profil explosif de Doku, c'est aussi les petits ballons qui cherchent intérieur pour un Lukaku qui, dans la surface, bien sûr, appuyé dos au but face à un défenseur central est tellement difficile à bouger. Ça, c'était un des circuits très forts qu'on a vu contre la Roumanie, par exemple, deuxième journée. Ça marchait super bien. Donc, ce triangle, De Bruyne, Doku, Lukaku. Pareil, De Bruyne, je trouve que, bon, bien sûr, il est régulièrement critiqué parce que c'est Kevin. Je sais qu'il y a ce rapport qui est pas toujours simple. Parfois, il fait un petit peu la gueule, etc. Mais De Bruyne sur le terrain, pour moi, est en train de faire un bon Euro. Si demain, je faisais mon 11 type de la phase de groupe, peut-être je le mets pas dans la première équipe, mais dans l'équipe B, ce serait pas du tout déconnant. C'est quand même un gars, je pense, qui a pris 2 fois le trophée d'homme du match sur 3 rencontres. Ouais, De Bruyne, avec Doku, qui lui aussi est conformément à ses standards en train de faire quelque chose de très très fort, et Lukaku, qui pour l'instant est en manque de réussite, il y a beaucoup de gâchis, mais quand même, De Bruyne, Doku, Lukaku, c'est quelque chose à surveiller de très près, ça peut nous faire mal. Et les images, comme les chiffres, vont dans ce sens. Quand on a vu les matchs de la Belgique, c'est vrai qu'on a vu que 2 buts marqués, c'est une des pires attaques du tournoi. Coucou, nous on est juste là. Mais par contre, en XG créé, si on remonte tout de suite à 4,3. 4,3 XG créé pour seulement 2 buts marqués, c'est une des pires sous-performances du tournoi. Mais par contre, en total d'XG, c'est supérieur à des équipes comme la Suisse, l'Autriche, qui ont toutes les deux marqué beaucoup plus de buts que la Belgique. Voilà, ces 2 équipes qui ont récolté pas mal de compliments sur cette phase de groupe. On parle d'eux comme ayant la capacité de faire vraiment quelque chose de significatif sur ce tournoi. Voilà, la Belgique a généré plus d'occasions que ces 2-là. Et c'est la raison pour laquelle le match contre l'Ukraine nous rend un petit peu amnésiques. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette Belgique qui était une des équipes les plus ennuyantes du tournoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un 0-0, ça fait mal. Mais c'est faux, c'est faux. La Belgique, c'est loin d'être une des équipes les plus ennuyantes du tournoi. Et ok, il y a eu ce match où un match nul permettait la qualification, donc sur la fin, ça protège encore plus. L'Ukraine a 5 défenseurs, c'était difficile de trouver des espaces. Aussi, voulait faire la différence sur la fin. Mais sur les 2 premières rencontres, Slovaquie et Roumanie, la Belgique est une des équipes les plus kiffantes à suivre du tournoi en tant que neutre. Ça part dans tous les sens, il y a très peu de contrôle. Défensivement, c'est un peu vulnérable. Offensivement, De Bruyne, Doku, Lukaku, quand ça envoie fort. C'est pas tout à fait une force d'être aussi télégénique. En matière de performance, je sais pas si c'est absolument ce que Tedesco, mais pour un supporter neutre, c'est quand même assez kiffant à regarder. Et enfin, une dernière force, ça c'est une vraie, on peut la citer tout de suite, Koen Castells, dans les buts, est en train de faire un très très gros tournoi. Bon, ça parle aussi sur la fébrilité défensive de la Belgique, mais ouais, Castells, parade après parade, a totalement fait oublier Thibaut Courtois, et pareil, si je devais faire un 11 de la phase de groupe, il y a une petite surprise qui arrive peut-être dans les prochaines heures. Castells, je le mets pas titulaire, il y en a un autre, peut-être même 2 autres, mais pour sûr, il est dans la liste des 26, quoi. Il a fait une très belle phase de groupe. Alors les faiblesses de la Belgique maintenant, la première chose, ça me semble être une équipe très coupée en 2. Ce milieu de terrain a peu de contrôle. Et Amadou Onana, je l'ai vu faire de belles choses, Tielemans sur la projection aussi, on a vu. Mais par contre, sur les moments de transition défensive, régulièrement, il y a énormément d'espace là. Il y a des pertes de balles qui sont très dangereuses au milieu. Une équipe coupée en 2 qui se rend encore plus vulnérable dans sa zone de faiblesse principale, qui est le secteur défensif. Alors, Wout Faes a fait un bon match, une bonne deuxième période contre l'Ukraine, c'est vrai. Mais avec Vertonghen, je les mettrais même pas dans les 10 meilleures charnières centrales du tournoi. Théat a alterné le bon et le moins bon. Castagne, j'ai rien de très très négatif à dire, mais sur son côté, parfois, la Belgique a souffert.
Défensivement, si Castells a autant brillé, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des trous d'air qui sont un peu inquiétants, et encore davantage quand t'as aussi peu de contrôle. La Belgique, c'est pas du tout une équipe de contrôle. Donc il n'y a pas beaucoup de possession défensive aussi. Finalement, cette Belgique a encaissé qu'un seul but de tout le tournoi. Est-ce qu'ils sont aussi friables défensivement que ça? Bah ouais, quand t'as vu les matchs, je dirais ouais. Bon, le manque de qualité à la finition, dans l'absolu, moi je trouve que c'est un problème un peu de riche à avoir. À chaque fois qu'on dit d'une équipe, ah ça se passe bien, elle génère des occasions, elle manque de qualité à la finition, moi j'ai tendance à le voir plus comme une marge d'amélioration. Limite c'est positif, ça veut dire qu'il y a encore des buts cachés à aller chercher. Quand ça dure trop, et quand c'est autant concentré en la personne d'un seul joueur, qui en plus est plutôt coutumier du fait, au bout d'un moment peut-être tu commences à tergiverser, peut-être ça affecte ton niveau de confiance. Donc ouais, je dirais quand même que c'est devenu un peu un point négatif, ce manque de réalisme et d'efficacité offensive, notamment de Romelu Lukaku. Et enfin, je dirais, sur l'ensemble de l'effectif, le banc est assez faible. On a vu beaucoup d'entrées de Yannick Ferreira Carrasco, ça a rarement été convaincant. Finalement, quand tu dois sortir un des membres de ce quatuor, souvent Trossard, ok, mais tu peux sortir aucun des trois autres, parce que sur le banc, il n'y a pas la qualité ou ça n'a pas été utilisé par Domenico Tedesco. Par exemple, Loïs Openda, il a joué 8 minutes pour l'instant, sur tout le tournoi. Un joueur comme Yohan Bakayoko, c'est 48 minutes, sur 270 possibles. Alors que moi, je m'attendais presque à début de tournoi à voir Doku et Bakayoko, les deux sur les ailes, apporter quelque chose, peut-être équilibrer un petit peu plus la charge offensive sur la largeur, avec la percussion sur les deux flancs, etc. On l'a très peu vu. Et on n'a pas du tout vu de CDK. Charles de Ketelaar, 0 minutes pour l'instant. Maxime de Kuyper, c'est moins offensif, mais j'en attendais quelque chose. C'était mon joueur à suivre belge, avec la blessure en début de tournoi de Théâtre. Je m'attendais à voir des minutes pour de Kuyper. Non, première journée, c'était Carrasco qui était titularisé en tant que latéral gauche. Cette expérimentation a pas trop marché. Mais en sortie de banc, si le match devait durer 120 minutes, franchement, il n'y a aucun joueur qui est dans la dynamique mentale, avec du temps de jeu récent, d'un super sub, d'un joker qui fait la différence. Tu le fais rentrer à la 95e minute en prolongation et il t'en plante un à la 117e. Je trouve qu'il y a personne qui est dans cet état d'esprit là parce que Tedesco a pas imprimé ça. J'aime bien Luke Bakio, je pense un peu sous-côté. En qualif, avait marqué des buts très très importants. Pourrait être une possibilité. Mais voilà, comme j'ai dit, un Loïs Openda en lequel fondamentalement je crois beaucoup en tant que joueur, seulement 8 petites minutes sur tout le tournoi. Cette dynamique de Tedesco me dit pas grand chose. Enfin, il y a un dernier truc qui est un vrai point faible. Là, on commence à arriver sur les gros matchs. Et là, il y a une chose qui est importante, et là, il y a un vrai déficit entre la Belgique et la France, c'est le niveau d'expérience. Pour chaque joueur qui a joué des matchs de grands tournois, c'est vrai, on a quand même une colonne vertébrale, Vertonghen, Tielemans, De Bruyne, Lukaku, et il y a aussi beaucoup de joueurs qui, contre la France, vont jouer le match le plus important de leur vie. Castells, c'est le cas. Wout Faes, c'est le cas. Arthur Théâtre, c'est le cas. Amadou Onana, 22 ans, c'est le cas aussi. Même un Leandro Trossard qui finalement avait seulement joué le match des coiffeurs à l'Euro 2021. La Belgique va en quart de finale, éliminée par l'Italie. Lui, il avait seulement joué le 3e match contre la Finlande, sinon pas une seule minute de tout le reste du tournoi. Pour beaucoup de ces diables-là, ils n'ont jamais joué un match à élimination directe de compétition internationale, de sélection, je veux dire. Il y a beaucoup de novices. Et ça, c'est pas pareil qu'en face. Alors l'équipe de France, justement, parlons-en. Parce que cette phase de groupe, malheureusement, c'est une première. C'est la première fois de l'ère Deschamps, première fois depuis 2014, qu'on finit pas en tête de notre groupe. En terminant à la seconde position, avec 5 points seulement, 2 matchs nuls pour boucler cette phase de groupe, on termine 1 point donc derrière l'Autriche, c'est une série de 5 tournois consécutifs où on termine à la première place, qui prend fin. Et donc, bien sûr, comme on le sait, on a beaucoup parlé, on tombe dans la mauvaise partie de tableau, entre guillemets, à voir si ça se confirme. Niveau force et faiblesse, il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est un peu l'inverse de la Belgique. Défensivement, nous on est solide. Je dirais c'est notre attribut phare. S'il y a quelque chose que cette phase de groupe un peu terne et ennuyeuse a montré, c'est que cette partie de terrain, dans l'ensemble, a donné satisfaction. Un seul but encaissé. Koundé par exemple est en train de faire un très bon tournoi. Ses matchs de préparation étaient bons. Il est dans la lignée de ça. Bien sûr, un rôle plus restrictif, plus conservateur en tant que 3e central en phase de possession qu'un Théo Hernandez qui est beaucoup plus haut. Mais contre, niveau protection de surface, les interventions, je trouve Koundé très costaud. Mike Maignan aussi. Franchement, il n'y a rien à dire sur Maignan. Il a eu moins de travail que Castells, mais il le fait bien. Il aurait pu avoir un penalty arrêté. Bon, on va pas refaire cette histoire. Mais Maignan, Koundé, c'est solide. Je trouve Saliba est vraiment en train de donner satisfaction aussi, dans un nouveau rôle de titulaire en équipe de France pour lui, en grand tournoi. Ça marche très bien. Upamecano, peut-être un poil moins que Saliba, mais quand même une belle charnière là. C'est vrai, il y a le penalty concédé qui fait baisser peut-être de quelques points la perf à l'Euro 2024 d'Upamecano. Mais quand tu ajoutes ça à Théo Hernandez, qui est pas le meilleur Théo Hernandez qu'on ait connu, notamment offensivement, mais depuis le retour de Mbappé, je pense avec la combinaison Barcola aussi sur le côté gauche, on va en reparler, ça va pas trop mal sur la projection. Et après, derrière,
sur les retours défensifs. En fait, je trouve qu'on a, j'ai même pas parlé d'N'Golo Kanté qui a été élu 2 fois homme du match sur les 2 premières rencontres. Rabiot, pas stellaire, mais défensivement fait bien le job aussi sur les replis. En fait, voilà, j'en ai parlé. Je trouve que sur la protection de surface et la qualité de nos replis en transition défensive, en fait, quand tu fais face à des attaques rapides et que tu as en repli Théo Hernandez, N'Golo Kanté, Rabiot avec ses longues jambes, même un William Saliba ou pas Mécano qui est pas long du tout, on a vu des phases où ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous faire mal en transition offensive. Dans l'ensemble, c'est juste pas facile de nous marquer un but. L'Autriche qui en a planté 3 contre la Pologne, 3 contre les Pays-Bas, 0 contre nous. Et c'est pas à sous-estimer. À l'heure où tu t'apprêtes à affronter De Bruyne, Doku, Lukaku, à l'heure où d'autres équipes qui sont qualifiées pour ces huitièmes de finale n'ont pas encore trouvé par exemple leur charnière titulaire. Ils savent pas encore si ça va être ça, leur paire ou leur trident pour la suite de la compète. Nous, on a plus de certitude que d'autres ici, et défensivement, on s'en sort bien, comme j'ai dit, c'est dur de nous marquer des buts. Ok, la deuxième chose, alors je vais le citer comme qualité ou comme force. Offensivement, je suis d'accord, on n'a pas trouvé la recette, on n'a pas trouvé la formule, et peut-être par rapport à d'autres éditions, on manque de talent. Tout ça, je suis d'accord, mais qui est vraiment en train de briller offensivement sur cet Euro 2024 ? Où on a des défenses très fortes, peut-être des joueurs qui arrivent un peu émoussés aussi, c'est pas le tournoi de la grande force de frappe offensive. Je trouve qu'il y a peu d'équipes qui sont vraiment impressionnantes offensivement. Alors oui, c'est vrai, nous, on est nombre de buts marqués, on est à 1 là. Parce qu'il compte pas le compte son camp, c'est vraiment les buts marqués par l'équipe, entre guillemets. On est à 1, le même nombre que la Serbie, que l'Écosse, qui a fait, je crois, 3 tirs cadrés dans tout le tournoi. Donc ça fait un peu mal. Mais, quand on regarde les chiffres avancés, les XG créés, on a littéralement la meilleure production offensive du tournoi, à égalité avec la Croatie. Croatie, ça leur a pas fait beaucoup de bien, il faut bien sûr prendre tous ces chiffres avancés avec des pincettes, c'est pas que ça le foot, mais c'est juste pour dire que si on a effectivement en partie un problème de création, c'est vrai, on a encore plus un problème de finition. Et comme j'ai dit, moi dans ma logique, à moins que ce soit concentré vraiment sur un seul joueur et que c'est très très récurrent, je trouve que dans l'absolu, ça montre une marge de progression à aller chercher et c'est plutôt positif. Je préfère me générer les occasions et les rater que pas les générer du tout. Et par exemple, 5,7 XG créés en 3 matchs, c'est supérieur à ce qu'a fait l'Espagne, qui pour moi est la meilleure équipe du tournoi, c'est nettement supérieur à ce qu'a fait l'Allemagne. Voilà, c'est plutôt une bonne production. Même quand je regarde par exemple le différentiel XG créé moins XG encaissé, ici, on est à plus 1,10 par match, c'est le meilleur total de toute la compète. Le Portugal est deuxième avec plus 1,03, mais sinon, même l'Espagne est même pas à plus 1. Il y a l'Allemagne, pardon, qui est deuxième à plus 1,07, mais nous, on est premier à plus 1,10. On a peu concédé d'occasions, parce qu'on défend pas mal, et on a généré quasiment 2 XG par match. Si on regarde typiquement le nombre de big chances, les grandes chances, les occasions de très très grande qualité qui ont été générées sur ce tournoi, l'Espagne est en tête du classement avec 12, nous on est là à la 7ème place, 7ème place sur 24 avec 9, c'est loin d'être ridicule. Je vois par exemple une Suisse qui a marqué 5 buts avec 6 grandes occasions créées, une Autriche qui en a marqué 6 avec 7 grandes occasions. On est au-dessus, encore une fois, de beaucoup d'équipes qui jouent bien sur ce tournoi. L'Allemagne, 8 buts marqués, la meilleure attaque de la compétition avec 7 grandes occasions générées, nous seulement 2 avec 9. Ça montre un petit peu sans doute là où est le problème. Et pareil, il y a une stat que je trouve très parlante si on parle de problème d'animation offensive. Je suis quand même d'accord, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais ballon touché dans la surface adverse, on est les premiers de la compète avec 112. Encore une fois, les chiffres font pas tout, 100% d'accord avec ça. Mais les images sont plutôt raccord avec ces chiffres. Je trouve qu'on a créé beaucoup d'occasions, on peut s'en passer quelques-unes ici. Créé beaucoup d'occasions qu'on n'a pas mis au fond. Donc peut-être que le mal est un poil moins profond que ce qu'on pense après ce bilan d'une phase de groupe décevante. Bon, et puis bien sûr, il y a un autre avantage qu'on a très très clairement. Il y a juste à regarder ce 11. Il y a beaucoup de joueurs ici qui ont joué une finale de Coupe du Monde et il y a même quelques-uns qui en ont joué 2. Je dirais même, sur la plupart des grands tournois récents, 2016, 2018, 2022, malgré à chaque fois la relative déception de ces phases de groupe, où on est loin d'être emballant, il y a toujours un petit peu ce pessimisme ambiant à la clôture de la phase de groupe. Je sais pas, juste je regarde celle de 2018 par exemple, c'est pas si loin, on avait marqué que 3 buts sur cette phase de groupe. Un sur un penalty, un sur un contre son camp un peu chanceux, sinon ouais, on gagne juste 1-0 contre le Pérou, on fait 0-0 contre le Danemark à la fin, alors ouais 7 points, mais un secteur offensif un peu en berne, on se dit est-ce qu'on a vraiment l'attaque pour aller au bout ? Prochain match de tour à élimination directe, le match qui arrive derrière, on en plante 4 contre l'Argentine, et au total 11 buts sur les 4 matchs qui ont suivi pour aller bien sûr remporter le titre. La France de Deschamps est bâtie pour les rencontres à élimination directe, celle où l'autre équipe doit davantage se livrer, celle où elle a de l'espace à aller attaquer, ça me semble assez clair. Et enfin la dernière force, dernière arme très rapidement, c'est que par rapport au précédent tournoi,
Mike Maignan dans les buts, si jamais il y a un match qui devait aller au tir au but, bah, ça me rassure plus qu'Hugo Lloris. Et ça aussi, c'est un petit truc. Les lacunes, par contre. Notre joueur le plus important, et pas à son niveau habituel, Antoine Griezmann fait dans l'ensemble un tournoi décevant. Entre l'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022, ouais, on avait perdu Kanté, mais sur la force créative, on avait perdu Pogba. Ça nous faisait hyper mal. Heureusement qu'avec le redécrochage de Griezmann, son repositionnement dans ce rôle hybride, ça avait permis d'absorber un petit peu ce déclin de qualité créative, parce que Griezmann avait fait un tournoi all-time. Si on remporte la finale, s'il rate pas sa finale, eh ben on la gagne, sans doute, et il est élu homme de la compétition, il postule Ballon d'Or. Tous ces matchs jusque-là étaient d'une telle qualité, il était de très loin le meilleur joueur français, et si vous repassez tous les discours de l'époque, c'était le meilleur joueur de la compétition, même au-dessus de Messi, avant la finale. Griezmann était un top niveau. Sur ce tournoi, il est significativement en dessous de son vrai niveau. Donc ça, c'est un peu inquiétant, parce que ce qui t'apporte sur débloquer, déverrouiller un bloc bas, les petits espaces du dernier tiers, la qualité à la finition aussi. Je pense qu'on marque au moins un but de plus, 2 buts de plus peut-être, si on a un Griezmann qui peut être à la réception de certains centres. On a vu régulièrement des centres venus de Dembélé, Théo Hernandez par exemple, ne pas trouver preneur. Et puis sur l'activité défensive, le travail de Grisou à la contre-pression est énorme. Là, on l'a un petit peu moins. Je dirais que c'est moins important, parce que cette fois, on a Kanté, qui défend aussi bien en avançant, qui peut faire le travail pour boucher des transitions offensives qu'on encaisse. Donc c'est pas le truc qui m'inquiète le plus, surtout sur l'animation avec ballon, le secteur offensif, le fait d'avoir un Griezmann pauvre en ce moment. Il faut qu'il se réveille pour la phase d'élimination directe, et ça, je dirais, ça changerait totalement la destinée du tournoi des Bleus. Si demain, lundi 18h, on a un Griezmann qui sort le costume de lumière, je jure plus de rien, et il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir aller jusqu'en finale et d'aller la gagner. Beaucoup de choses pour moi sont concentrées dans la performance de cet homme qui est le français le plus important. Le deuxième truc qui m'a pas rassuré sur cette phase de groupe, c'est que j'ai vu, un petit peu à l'image de ce qu'on a dit sur Grisou, plusieurs des éléments clés de cette équipe de France être en deçà de leur niveau. C'est un peu le cas de Théo Hernandez. Sur les dernières rencontres, on a eu un Rabiot un poil moins influent, mais celui pour lequel c'est le plus problématique pour moi, au-delà de Griezmann dont on a parlé, c'est Giroud. Un bon Giroud, un Giroud en forme physiquement, qui joue les 90 minutes à chaque fois, qui est titulaire, ça changerait, ça aussi peut-être la destinée de notre tournoi. Tactiquement, il offre tellement de possibilités, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, nos centres trouveraient plus preneurs, on aurait de la menace pour peser sur une défense, enfin c'est Giroud. Donc son tournoi, plus qu'en demi-teinte, on le voit très peu finalement, parce qu'il semble la plupart du temps pas apte, ou en tout cas pas choisi par Deschamps pour jouer. Ouais, ça aussi c'est une de mes petites inquiétudes, et un point faible de cette équipe de France crue 2024. Donc voilà, je pense qu'on a synthétisé plus ou moins à quoi ressemble cette France et cette Belgique. Mon prono donc, qui va le faire? Comme nous, la Belgique souffre d'un problème d'efficacité offensive avec seulement 2 buts marqués, c'est aussi notre cas, et comme nous, elle en a encaissé un seul, mais là je pense qu'on a vu à quel point Castel s'est mis en évidence, là je pense que la défense a plus souffert et présente moins de garanties que la nôtre, et que ce chiffre-là est un peu plus trompeur. Un avantage pour nous, je dirais, il y a quand même plus d'expérience de ces grands rendez-vous, de ces chocs, de ces matchs à très forte tension et enjeu de foot international chez nous, dans notre 11. On a peut-être marginalement plus de qualité en sortie de banc aussi, avoir l'état de forme physique d'un Coman. Côté belge, je dirais qu'il y a une force, c'est que peut-être de tous les joueurs dont on a discuté, bleu et rouge confondus, ils ont peut-être le meilleur en ce moment avec Kevin De Bruyne, qui pour moi a la capacité à déverrouiller un match à absolument tout moment. Et je mettrais aussi sans doute Jérémy Doku dans le top 3. Sur le niveau de performance actuel, peut-être Kanté est le deuxième de ce trident. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel classement est-ce que vous feriez? Mais donc, moi je dirais ça. Je dirais peut-être Saliba ou Upamecano pour tenir face à Lukaku. C'est difficile de demander mieux. Lukaku, quoi qu'il arrive, son jeu de haut but, même sa prise de profondeur avec les lancements de De Bruyne, ça va toujours être une menace, ça va être quelque chose de difficile contre lequel se prémunir. Mais peut-être tu peux pas demander beaucoup plus qu'une charnière Saliba ou Upamecano. Saliba, bon en première ligue, 3-4 fois par saison, il s'en sort plutôt bien face à Erling Haaland. Si Jérémy Doku est effectivement aligné à gauche, je trouve que Jules Koundé sur son début de tournoi nous a donné des raisons d'être relativement optimiste, un peu plus serein. S'il est aligné à droite, Théo Hernandez pour le couvrir sur des attaques rapides, c'est pas trop mal non plus. Et peut-être que dans la zone d'un Kevin De Bruyne, le fait d'avoir un N'Golo Kanté, bon le foot c'est pas de la superposition de pions, mais quand même, on a des armes individuelles pour se hisser à la hauteur de ce rendez-vous. Donc moi je l'avais dit dans ma vidéo prono de pré-tournoi, j'avais vu ce France-Belgique en quart de finale, pas en huitième mais en quart, et j'avais dit à l'époque, match de folie. Ça part dans tous les sens, la Belgique, il y a très peu de contrôle, il y a un superbe réservoir offensif, la France, bon, la qualité pour marquer à tout moment, même si on l'a peu fait pour l'instant, comme on a vu, peut-être surtout un souci de finition que de création. Je vois un match de fou, et à l'époque j'avais dit 3-2,
Je suis pas loin de penser la même chose. En tout cas, je pense que la France l'emporte. Elle est ici à 1,90, mais je vais dire pas dans le temps réglementaire, je vais dire en prolongation. Match nul après 90 minutes, donc qui est à 3,20, et la France qui se qualifie, c'est là à 1,41. Je dirais que plus le match dure, moins c'est bon pour la Belgique. On voit sur leur banc que ça manque un petit peu de qualité, et c'est pour ça qu'un truc comme la France se qualifie en prolongation à 7,50, que potentiellement ça peut doubler avec la France se qualifier au tir au but, parce que si je pense que ça va au tir au but, Magic Mike peut faire le taf. France se qualifie en prolongation, c'est 7,50. Et mon score donc, je revois légèrement la baisse. Le prono du match foufou que j'imaginais en quart de finale à l'époque, j'avais dit 3-2, c'est là côté à 32, facile à retenir. Mais non, 2-1 à 8. Et premier buteur, alors pour nous lancer, pour nous mettre sur les bons rails, Kylian Mbappé quand même, ouais, il se procure tellement d'occasions face à une défense qui montre un petit peu de fébrilité, je pense que ça peut le faire, je vais même le mettre premier buteur à 4,30, buteur même tout court, il est à 2,40, je trouve assez élevé. Côté belge, alors pas Lukaku à 3,65, pas de Openda qui a joué que 8 minutes pour l'instant, ça me semble bon, difficile. Mais Kevin De Bruyne, King Kevin à 7, qui a montré, notamment contre la Roumanie, bon, il marque, il se trouve généralement dans des positions très intéressantes, extérieur de surface, toujours une menace, plus qu'un Doku, même s'il est à 9, ouais, pourquoi pas. Mais il est tellement généreux, partageur dans le dernier tiers, plutôt à l'initiative des mouvements qu'à la finition, alors que De Bruyne souvent se retrouve dans des positions de frappe. Donc je dis, De Bruyne égalise, ça va en prolongation, et le buteur, l'homme héroïque, comme contre l'Angleterre, Olivier Giroud, dernier buteur, à 6,25. 25% des gens partent là-dessus. Voient ce scénario miraculeux d'Olive qui nous sauve. Et ouais, si ça va au bout, si ça va en prolongue, il y aura une entrée de Giroud. Voilà, c'est mon my match. Score exact 2-1 avec Mbappé, De Bruyne et Giroud buteur pour une cote totale à 450. Bien sûr, ça passera jamais. Donnez-moi plutôt vos pronos en commentaire. Pariez plutôt sur vos intuitions si vous comptez le faire. Mais donc ouais, voilà mon prono. J'arrive avec quand même de l'optimisme sur ce match. Je pense qu'une rencontre ouverte, une configuration différente de ce qu'on a vu en phase de groupe, ou même un Pays-Bas par exemple, a plutôt fermé le jeu contre nous. Là je pense que ça peut être beaucoup plus ouvert et nous sourire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois le vainqueur sortir de ce match revigoré. Parce que pour l'instant, il y a un discours autour des performances de ces deux nations qui est très négatif, très critique, et vu la phase de groupe c'est compréhensible. Si on bat la Belgique, gros match pour nous, on arrive en quart de finale avec une belle victoire convaincante. Je veux dire, la phase de groupe, elle est tout de suite immédiatement oubliée, comme ça a été le cas en 2016, comme ça a été le cas en 2018, comme ça a été le cas en 2022. Ok, tu gagnes ton 8ème de finale de belle manière, tu oublies tout de suite tout immédiatement, et il reste 2 matchs pour aller en finale. Ça, c'est notre perspective. Et évidemment, si la Belgique le fait, si la Belgique fait tomber l'équipe de France en grand tournoi pour la première fois de son histoire, cette Belgique de transition, un peu nouvelle génération, avec tous ces petits joueurs-là, bah, j'imagine même pas l'élan, l'enthousiasme qui va les porter. Donc ouais, ce match vraiment tournant pour les deux équipes. Un 8ème pour lancer définitivement le tournoi de ces deux nations. Faut qu'on le fasse, faut qu'on ait un Griezmann qui retrouve son vrai niveau, et avec ça je pense qu'on grimpe tout de suite de 2 paliers de qualité par rapport à ce qu'on a montré pour l'instant. Donc Antoine, on compte sur toi. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Comment vous sentez ce match? Je vous demande un maximum de respect et de courtoisie dans les commentaires. Bien sûr, on peut chambrer au maximum. Mais à chaque fois que je fais des vidéos sur la Belgique, sur l'équipe de France, et que j'ai des Belges qui viennent commenter, c'est quasiment tout le temps hyper positif, ouvert au dialogue, je sais pas, sympa. Donc s'il vous plaît, montrons que nous aussi on peut faire ça, que nous aussi on est bien éduqués. Et voilà, kiffons ce match, 8ème de finale d'Euro, ça arrive pas si souvent, ça arrive tous les 4 ans. Donc savourons un maximum. Et on se retrouve lundi soir pour le débrief. Mais avant ça, bien sûr, demain, prono complet de tous les 8ème de finale, et analyse de toutes ces rencontres des 8ème. Ça va être un sacré kiff. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente soirée, merci d'avoir été là, et on se dit à demain. Bisous.